Bonjour et bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, changer, ne pas se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer et débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode avec Solène qui nous racontait comment et pourquoi la mémoire peut parfois nous jouer des tours. Si tu n'as pas écouté la première partie, je te conseille quand même de le faire avant d'écouter cette partie-là. Ça sera plus simple. Je te souhaite une excellente écoute. Là, on a un petit peu compris comment tu avais pris conscience de tous ces souvenirs-là. À un moment donné, tu as donc entrepris des démarches judiciaires pour porter plainte contre X. Quel est le chemin que tu as pu faire pour en arriver là? Parce que c'est quand même une sacrée démarche à faire, déjà d'accepter qu'on a subi des violences et de porter plainte contre X. Quelles ont été un petit peu les étapes que tu as eu à surmonter? Moi, j'ai été extrêmement bien préparée parce que j'étais à l'association donc SOS Inceste et Violences Sexuelles. Je participais à des groupes de parole et au cours de ces groupes de parole, voilà, j'avais parlé de mon désir de porter plainte contre X. J'avais pu entendre des témoignages de victimes qui me disaient que ça n'avait pas été facile, que c'était long, que parfois les policiers étaient pas forcément bienveillants ou pouvaient se sentir jugés où on pouvait mettre notre parole en doute, tout ça. Donc, en fait, je savais que ça serait dur. J'étais vraiment préparée, heureusement, parce que c'est en effet très dur. Et du coup, il y avait une bénévole de l'association qui m'avait accompagnée voir une policière. Donc là, c'était pas pour déposer plainte, c'était vraiment pour parler qu'est-ce que c'était déposer plainte, qu'est-ce qui allait se passer, est-ce que j'étais prête à le faire, qu'est-ce que j'en attendais. Enfin, c'était vraiment un rendez-vous très riche et qui m'avait beaucoup préparée aussi. Et suite à ça, donc j'ai été avec ma copine de l'époque qui m'a accompagnée déposer plainte. J'ai eu énormément de chance parce que je suis tombée sur un policier très bienveillant. Il était très professionnel, les questions étaient difficiles, il fallait tout décrire dans les moindres détails, tout dire en fait, même les choses dont on a honte ou qui sont vraiment difficiles. Enfin là, fallait vraiment tout dire. Mais voilà, à aucun moment je me suis sentie jugée, même quand je lui ai dit que je me rappelais pas de mon agresseur ou que j'arrivais pas à l'identifier. À aucun moment il a mis ma parole en doute, vraiment, enfin, j'ai été assez surprise, dans le bon sens du coup. Suite à ça, j'ai dû aller à l'unité médico-judiciaire pour rencontrer un médecin légiste et la psychologue du service. Donc là, c'était un peu pour voir quelles étaient les séquelles sur ma vie aujourd'hui. En fait, du coup, faut tout re-raconter, même s'ils ont le dossier. Ils posent pas forcément les mêmes questions que poserait le policier, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est d'évaluer les séquelles. Mais il faut quand même tout raconter. Et suite à ça, on m'a dit, bah, ça serait bien quand même d'aller voir un psychiatre pour faire une expertise. Donc j'ai dû encore une fois tout Oh raconter. là là. Et donc c'était vraiment une période très difficile. Et là, j'ai recommencé à faire des cauchemars. Donc c'était difficile. Et après, il y a eu une petite période de calme. Puis ils ont commencé à auditionner les membres de mon entourage proche. Donc il y a eu mes parents, un de mes petits frères, ma copine, deux de mes meilleurs amis. Et là, par contre, je l'ai très mal vécu parce que ils leur posaient des questions vraiment intimes sur moi. Enfin, c'était toute ma vie qui était disséquée, analysée, on fouillait partout. Ma copine, par exemple, ils m'ont posé des questions sur ma sexualité, tout ça. Enfin, c'était vraiment difficile. Je me sens Et c'est obligatoire ces questions-là? ben, je sais pas trop. Je pense que je sais pas trop à quoi ça sert. Je pense que c'était pour évaluer ma crédibilité en tant que victime. J'ai très mal vécu ça. Puis c'est surtout que les dépôts de plainte, en fait, sont souvent laissés sans suite. On en parle un petit peu, mais il y a beaucoup de personnes qui portent plainte et puis ça n'a pas de suite, ça ne découle sur rien. Donc déjà, c'est très très difficile d'entreprendre la démarche de porter plainte quand on connaît son agresseur, mais aussi quand on ne le connaît Mm. pas. Est-ce que ça aboutit à quelque chose au final, en fait? Bah, il faut savoir que 70% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Souvent, ça aboutit à des non-lieux. Ou alors, la plainte pour viol est déqualifiée en agression sexuelle. Du coup, elle ne passe pas aux assises, mais en correctionnel, les peines sont beaucoup moins lourdes. Et en général, on a 3% de poursuites judiciaires et 1% de condamnation, d'après les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance du rapport de 2017. Donc voilà, 1% de condamnation, on comprend pourquoi peu de victimes portent plainte. Et est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce cheminement-là ou est-ce que tu es contente, entre guillemets, d'avoir pu déposer plainte? Moi, je regrette pas, parce que même si pour l'instant j'ai pas de nouvelles et même si un jour ce sera sûrement classé sans suite, voilà, je me fais pas d'illusions. D'entendre un policier me dire en face que ce que j'avais vécu,
c'était un crime, que mon agresseur risquait jusqu'à 20 ans de prison et que j'étais la victime, mais ça m'a beaucoup aidée en fait. Je pense que c'était vraiment les mots que j'étais venue chercher. Et est-ce que tu as l'espoir en toi de trouver cet agresseur-là ou est-ce que tu laisses un peu tomber l'identification? Alors après en avoir beaucoup parlé avec mes psys, eux pensent que ça reviendra un jour. Qu'un jour, quand je serai prête, quand dans ma vie je serai assez stable, mon cerveau me permettra en quelque sorte de retrouver cet agresseur. Peut-être que je m'en souviendrai jamais, peut-être que je l'identifierai jamais. Donc je laisse pas tomber, mais j'apprends à vivre avec. Mais si jamais tu arrives à l'identifier, tu iras au bout de tout ce processus de le porter devant la justice, Oui, quoi. oui, oui. Si je m'en souviens, bah ça sera simple. Je me ferai réauditionner et j'apporterai les nouvelles informations. Et donc du coup, ça sera plus une plainte contre X, mais une plainte contre quelqu'un. C'est impressionnant parce qu'en fait, tu es complètement tributaire de cette mémoire qui est revenue, on va dire, pendant ton adolescence et tu es complètement tributaire de ça parce que finalement, peut-être que tu t'en souviendras jamais, mais si tu t'en souviens, bah, tu sais pas quand est-ce que ça peut arriver. Voilà. Mm. Donc, en tout cas, ça doit pas être facile, à vivre et du coup, est-ce que toi, ton entourage a été soutenant? Est-ce que tu as été, bon, on a compris, que tu as été quand même bien entourée par, l'association, mais au niveau de tes proches, est-ce que ton entourage, ta famille, a été là et a été, présente et comment est-ce que la relation avec tes proches a pu, poursuivre? Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Est-ce que tu as été soutenue? Déjà, les premières personnes proches à qui j'en ai parlé, c'était mes parents. Et ça a été donc très dur pour eux. Donc mon père, sur le coup, il a pleuré. Et puis après, on n'en a plus jamais reparlé. En fait, il ne supporte pas qu'on évoque le sujet. Ah ouais, carrément, donc en fait, tu en parles jamais avec tes parents? Enfin, jamais avec ton père? Avec ma mère, si, parce que au début, non. Mais en fait, elle a fait énormément de chemin par rapport à ça. Maintenant, elle se documente, elle écoute des podcasts, des émissions, elle lit des livres que je lui conseille. Elle m'a même accompagnée une fois à l'association. Et donc maintenant, on en parle. Et elle veut en parler. Elle veut être là pour moi. Mais mon père, non, on n'en parle jamais. Et c'est impossible pour lui d'évoquer le sujet. Après, j'en ai parlé à mes petits frères, mais ça, il y a 2, 3 ans. Voilà. En fait, c'est pas que je voulais pas leur dire, mais ce sont mes petits frères et je sais pas, j'avais l'impression que je devais les protéger de ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que ils avaient très bien compris. Enfin, ils m'ont dit, mais on savait. Ils avaient compris pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'ai été si mal et voilà. Enfin, ils étaient pas du tout étonnés. Et je sais qu'on n'en parle pas souvent entre nous parce qu'on est plutôt pudiques. Mais je sais qu'ils sont là et que si j'ai besoin d'en parler, ils m'écouteront. Donc à mes amis de l'époque, bah, on était jeunes, hein, on était au lycée, donc je leur en veux pas d'avoir eu du mal avec cette parole. Mais c'est vrai que ça m'a pas encouragée à en parler. Tu veux dire que tu en as parlé à tes amis et il y a eu un... Quand j'en ai parlé avec mes amis, il y a eu des blancs, des regards un peu gênés, un malaise quoi. Et du coup, je supportais pas ce malaise. J'étais pas à l'aise avec ça. Alors je changeais de sujet et je redevenais un peu la fille drôle que tout le monde connaissait. C'était compliqué d'en parler, mais là je me suis refait des amis à la fac et au début bah du coup j'avais une mauvaise expérience alors j'en parlais pas parce qu'elles étaient vraiment là pour moi. Elles venaient me voir en hospitalisation, elle m'apportait les cours, je leur parlais de plein de choses et j'avais l'impression vraiment de leur cacher une part de moi qui était importante et des fois je me retrouvais un peu obligée de leur mentir et de leur dire que j'allais chez le médecin alors que j'avais un rendez-vous chez l'avocat quoi. Donc je voulais pas ça en fait, je voulais qu'elles me connaissent vraiment pour ce que j'étais. Et je voulais vraiment être authentique avec elles donc je leur en ai parlé et voilà et maintenant on n'en parle pas souvent mais si j'ai besoin d'en parler, elle m'écoute et des fois elle me pose des questions par rapport à ça pour savoir où j'en suis. Et il y en a 2 d'entre elles qui ont été interrogées donc par les policiers et donc heureusement qu'elles étaient au courant. Et du coup, si une personne qui nous écoute se retrouvait face à quelqu'un qui a subi des violences et qui se confie à elle, quel serait le conseil que tu pourrais donner? Bah déjà de dire à la personne qu'elle est courageuse d'en avoir parlé parce que c'est extrêmement dur d'en parler et surtout de lui dire qu'on la croit, qu'on est là pour elle, pour l'écouter si elle a envie d'en parler. Ne surtout pas faire comme si on n'avait pas entendu ou comme si c'était pas si grave ou ne pas banaliser en fait. Elle a poussé une porte, ne refermez pas la porte, détournez pas les yeux.
elle a déjà honte. Ouais, je comprends. Faut pas tourner les yeux à cette personne. Après, en tant que professionnel, si on reçoit une parole comme ça, ce qui est la CRIP, la cellule de recueillement des informations préoccupantes, en tant que professionnel, on est obligé de venir en aide à la personne et de faire remonter ça. Et j'ai une question. Est-ce que aujourd'hui, vu que ça fait un moment que tu as pu mettre des mots sur ce qui s'est passé, maintenant que tu as pu déposer plainte, est-ce que tu sens que ta parole est complètement libérée ou est-ce qu'au contraire, c'est encore compliqué et pourquoi? Alors non, ma parole n'est pas complètement libérée parce qu'il me reste beaucoup de culpabilité et parce que elle est toujours influencée par la peur de blesser l'autre, de blesser mes proches, par aussi la peur que parfois quand j'en parle, ça soit trop pour l'autre en face, qu'il puisse être choqué ou triste ou et j'ai peur de ça en fait, de l'effet que ma parole pourrait avoir parce que j'ai l'impression que des fois mon histoire est tellement lourde à porter que je peux pas la confier en fait à quelqu'un. Et ta culpabilité vis-à-vis de tes proches, ça serait pourquoi? Ça serait par peur de blesser uniquement ou est-ce que ça serait par peur qu'on te reproche quelque chose? Par peur de les blesser avec mes mots, de leur faire du mal, parce qu'ils n'ont pas toujours su être là pour moi, ou du moins pas comme je l'attendais. Et j'ai peur, oui, de leur envoyer ça et de leur faire du mal. Et aujourd'hui, t'en parles librement avec qui dans ton entourage? J'en parle librement avec mes thérapeutes et je commence à en parler de plus en plus avec mes amis. Mais le D'accord. cercle est extrêmement restreint, c'est vraiment compliqué de parler de ça. Déjà, c'est pas vraiment le sujet qu'on aborde à l'apéro ou ce genre de truc. Et oui, comme je disais, c'est vraiment un sujet lourd. Donc voilà, on a affaire en général au silence parce que les gens savent pas quoi dire, euh, aux regards qui vont se détourner ou se baisser et on se sent mal à l'aise face à ça. Donc bah, finalement, on change de sujet. Ouais. Et avec ton père, il me semble que t'en parles beaucoup moins. Alors j'en parle pas du tout avec mon père, il supporte pas du tout d'aborder la question en fait. Quand on essaye d'en parler avec lui, c'est jamais le moment. Est-ce que tu penses que eux, ils ont de la culpabilité? Je pense que ma mère en a énormément. Elle se sent coupable, je pense, de pas avoir vu, de pas m'avoir protégée. Et je pense qu'elle se sent coupable aussi de pas avoir suffisamment la force aujourd'hui pour pouvoir m'aider. Ouais, je comprends. Mais quand j'étais petite, enfin, c'est une anecdote un peu personnelle, mais quand j'avais 7 ou 8 ans, j'avais une petite camarade de classe qui m'avait raconté qu'en fait, son père violait sa sœur. Mmh. J'avais 7 ou 8 ans, je m'en rappelle encore, de ce moment où elle m'avait confié, il fallait que j'en parle à personne, que son père à elle, du coup, violait sa grande sœur. J'ai assez peu de souvenirs de cette période-là et je me rappelle qu'en plus de ça, j'avais été plusieurs fois invitée chez eux et que j'avais toujours trouvé son père très bizarre. Bah, quelques mois s'est passé après ça. Il a été du coup condamné pour viol sur sa fille aînée et pour violence sexuelle et attouchement sur la petite sœur, du coup, que je Mmh. connaissais. J'ai assez peu de souvenirs de ça, mais il a été condamné à seulement, et je tiens bien à dire seulement, 5 ans de prison. C'est genre... ou alors, je sais plus, il avait été condamné plus que 5 ans, mais en fait, au final, il est sorti au bout de 5 ans. Et quand j'y repense, je me dis, mais c'est dramatique, et personne n'avait rien vu. Et il a fallu qu'en fait, la sœur aînée ose en parler. Je crois qu'il avait menacé de mort leur mère. Enfin, c'est ce genre d'histoire horrible et je me dis c'est assez fou parce que je suis quasiment sûre que on connaît tous dans notre entourage quelqu'un qui a subi ou qui connaît quelqu'un qui a subi des violences sexuelles et c'est juste affligeant de se rendre compte des chiffres. Donc voilà, c'était petite parenthèse anecdote de mon enfance. Donc, personne ne se doutait de cet homme-là, enfin personne ne doutait un seul instant qu'il puisse agir de la sorte. Donc voilà, toi maintenant, tu as 24 ans, tu es adulte. Où est-ce que tu en es de toute cette histoire? Quel est le cheminement que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui à parler avec moi de ce sujet? Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'en avoir parlé, l'avoir dit à mes proches, l'avoir écrit, de dessiner. Je poste aussi souvent mes dessins et des textes en fait sur Instagram.
Et je me suis rendu compte que, parce que j'ai des retours des fois en message privé de personnes qui me disent merci beaucoup, je vis la même chose, ce genre de choses, et que ça les aide en fait, que mes posts les aident. Et donc je me suis dit que j'allais continuer à en parler. De toute façon, je pense que c'est un moyen aussi pour moi de surmonter mon traumatisme, de donner sens à tout ce qui m'est arrivé et de me dire que j'ai pas vécu tout ça pour rien. Aujourd'hui, par rapport à tout ça, ça va mieux. Honnêtement, j'ai fait beaucoup de chemin. Après, j'ai encore beaucoup de difficultés dans tout ce qui est contact physique, rapport avec les hommes. La sexualité, c'est extrêmement compliqué pour moi encore aujourd'hui. Je prends toujours des médicaments parce que je dors extrêmement mal. Je continue à voir des psys. Parfois, j'ai encore des idées de haine par rapport à mon corps, par rapport à moi. Mais voilà, après, je me dis que ce sont que des pensées, des émotions et que ça finit par passer. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que moi, je compare souvent ça à une tempête. Dans la tempête, il faut s'accrocher parce que les nuages, ils finissent toujours par être chassés et quand il vient le soleil, bah c'est génial. Et aujourd'hui, il y a plus de jours de soleil que de jours de tempête. Enfin, pour ça, je me dis que ça vaut le coup. Après, ça continue à être compliqué par rapport au fait que je peux pas formellement identifier mon agresseur parce que je me dis qu'on m'a volé une part de mon histoire, de ma vérité. En plus du reste, il m'a volé ça et donc ça, c'est dur. Peut-être qu'un jour, je m'en souviendrai ou peut-être pas. En attendant, j'essaye de me raccrocher à toutes les petites choses qui me font du bien et voilà, je vis l'instant présent et c'est bien comme ça. J'aime bien ta conclusion, le fait d'avancer quand même, malgré les nuages et malgré les émotions qui sont jamais simples. On a tous des émotions et c'est vrai que vouloir chercher à les effacer, ça n'est jamais très bon parce que plus on essaye de ne pas sentir les choses, plus ça revient au galop quand on ne s'y attend pas. Aujourd'hui, à 24 ans, quelle femme es-tu devenue? Et qu'est-ce que tu essayes de faire au jour le jour pour apaiser un petit peu ce passé, douloureux? Bah, j'apprends tous les jours à être une femme parce que tous les jours, j'apprends quelque chose. Je sais aujourd'hui que j'ai enfin trouvé du sens à ma vie et ce que je veux faire. En fait, il y a 3 ans, au cours d'un stage, j'avais rencontré des enfants qui avaient été victimes de violences sexuelles. Et sur le coup, pour moi, ça avait été insupportable d'être confrontée à ça. J'ai fui en fait tous les stages où je pourrais potentiellement revoir des enfants comme ça. Et l'année dernière, je me suis retrouvée de nouveau en stage avec notamment une jeune fille qui avait à peu près le même parcours que moi, voilà, violée très jeune, qui s'était automutilée, qui avait fait des tentatives de suicide, qui était en dépression. En fait, c'est là que j'ai compris que c'était ça que je voulais faire. Je voulais travailler avec ces jeunes-là, ces enfants-là, ces victimes, parce que voilà, je pense que je peux leur apporter quelque chose. C'est à eux en fait que je veux donner les clés, parce que et leur dire que c'est possible, qu'un jour on s'en sort et ça ira mieux, je le sais. Du coup, toi, ce que tu as vraiment envie de faire maintenant, c'est de pouvoir aider d'autres personnes à s'en sortir aussi, à travers ton témoignage et puis à travers, peut-être d'autres démarches? Oui, voilà, c'est vraiment ça, c'est continuer le combat, ne jamais cesser d'en parler parce que je me dis que plus on en parlera, plus on pourra faire bouger les choses. Mais pour sensibiliser ceux qui connaissent pas les séquelles, par exemple, que peuvent laisser un viol, pour continuer à défendre les droits des femmes et des enfants, pour qu'il y ait plus de politiques de prévention dans les écoles, dans les crèches, pour informer les enfants, pour former les professionnels qui travaillent avec les enfants, pour former le professionnel médical à recueillir après les victimes, pour former les policiers, pour qu'ils puissent mieux recueillir la parole de l'enfant quand il porte plainte. Enfin, c'est tout ça que je veux faire en fait. Je peux pas tourner le dos et faire comme si je savais pas ce qui se passait parce que je sais très bien ce qui se passe. C'est que en France aujourd'hui il y a 450 viols de mineurs par jour. C'est énorme. C'est énorme, c'est 2 à 3 enfants d'une classe de primaire, 6% de la population, c'est énorme en fait. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on connaît tous quelqu'un à qui c'est arrivé. On a tous côtoyé quelqu'un à qui c'est arrivé. Et donc on est tous concernés en fait. Et si jamais on connaît pas de personne, en tant que parent, on peut se dire, ben, dans la classe de mon enfant, qu'il y en a au moins peut-être 2 ou 3 qui sont concernés et on sait pas qui c'est. Voilà. Ça, c'est juste, affligeant. Mm. Et toi, du coup, comment est-ce que tu arrives à prendre soin de ton corps, aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai plein de petits tips. Alors déjà tous les matins, je prends ma douche. Après, je prends du temps vraiment pour me masser avec une crème pour le corps, avec une odeur que j'aime bien. Enfin, c'est vraiment, j'essaie de prendre du temps pour prendre soin de moi et pour me reconnecter à mon corps. J'essaye de vraiment sentir les limites de mon corps parce que ça, c'est extrêmement compliqué avec l'anorexie. De sentir son corps, c'est compliqué. Et donc, j'essaye de faire tout ça pour me reconnecter vraiment à mon corps,
Après, j'ai repris le sport de manière plus saine, donc je vais courir par exemple. Le week-end, je prends le temps de me faire un masque pour les cheveux, un masque pour le visage, je me pose du vernis. Enfin, j'essaye de vraiment de prendre soin de moi. Et je suis contente parce que j'ai enfin réussi à ranger ma balance. Donc ça c'est récent, ça doit faire 1 mois et demi. Et quand je suis tentée de me peser pour vérifier mon poids, je me dis non, non, Solène. Tu pèses pas tant de kilos, tu pèses en joie de vivre et en énergie. Et tu vas pouvoir faire plein de choses. Et t'es pas un poids en fait, t'es pas ça. Tu te résumes pas à un poids en kilos. Et donc j'essaie vraiment de prendre soin de moi au quotidien. Et du coup, écrire un livre, c'était aussi l'aboutissement de cette thérapie, on va dire. Alors déjà, moi, comme je l'ai dit au début, l'écriture, c'est ma passion. Et j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose. Et donc écrire ce livre, ça m'a permis de faire le point sur plein de choses, de tout ce que j'avais traversé, où j'en étais aujourd'hui, de toutes les avancées que j'ai faites, de toutes les rencontres aussi qui m'ont élevée, tout ce que j'avais vécu de beau aussi, les amis, les couchers de soleil, les musiques sur lesquelles j'ai dansé, tout ce qui m'a aidé à survivre pendant toutes ces années. Et ça m'a permis de pouvoir parler vraiment genre sans être interrompue, sans avoir peur de blesser la personne en face, sans voir le regard des gens qui se détournent ou c'était vraiment dire tout ce que j'ai à dire, ma colère, ma tristesse, ma joie, enfin tout, sans être interrompue quoi. Et donc ça a été vraiment une vraie thérapie. Quand j'ai mis un point final, vraiment j'étais contente. Et tu sais quand est-ce qu'il va sortir ce livre? Alors je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, donc là j'attends. Je sais que les délais c'est assez long pour avoir une réponse, et donc là j'attends, mais je sais que un jour il sortira. Je ferai tout pour qu'il sorte un jour, même si je dois finir par m'auto-éditer, je le ferai. Oui, je te le souhaite vivement parce que je suis dans le même cas que toi, donc je sais, enfin pas dans le même cas, mais en tout cas au niveau des livres, c'est pas facile, mais si tu veux faire naître ce projet, je suis sûre qu'il naîtra, quelle que soit sa forme. Mm. Quel serait le message que tu aimerais transmettre ici aux personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être concernées ou pas par le sujet? Si elles sont concernées et qu'elles ont été victimes, c'est de leur dire que déjà elles sont pas seules. Parce que je sais qu'on se sent extrêmement seul, même quand on est entouré, hein. Moi, j'ai toujours eu des amis, tout ça, je suis très entourée, mais ça m'arrive de me sentir extrêmement seule parce que, en fait, on se sent tout le temps différent et en décalage avec les autres. Il y a toujours un fossé entre nous et les autres. C'est de leur dire qu'elles sont pas seules parce que vraiment, on est des milliers à avoir subi ça, à lutter chaque jour et à se relever ensemble. Et c'est de leur dire qu'on n'oublie jamais, mais que un jour ça fait un peu moins mal. Un matin, on se réveille sans y penser. Et ça nous empêche plus en fait de vivre des belles choses. Ça dirige plus notre vie au quotidien. C'est de leur dire aussi de prendre le temps de se reconstruire et d'apprendre à s'écouter, à poser des limites. C'est extrêmement dur de poser des limites quand on a bafoué nos limites quand on était tout petit, quand on n'a pas respecté les nôtres. Comment on pourrait après arriver à poser des limites et de leur dire que le plus important c'est d'apprendre à se respecter parce que plus on se respecte et plus les autres nous respecteront. Qu'elles osent appeler à l'aide, qu'elles en parlent autour d'elles, à quelqu'un de confiance, surtout qu'elles gardent pas tout ça pour elles. Mais faut exorciser ça en fait, faut pas que ça pourrisse à l'intérieur de nous. Aussi j'aimerais leur dire une phrase qu'on m'a dit un jour et qui m'a beaucoup aidée. Avoir vécu quelque chose d'anormal ne fait pas de vous quelqu'un d'anormal. Et ça m'a beaucoup aidée parce que je me sentais tout le temps dégoûtante ou coupable d'avoir fait quelque chose ou anormale parce que j'étais différente des autres. Mais en fait, non. En fait, ce qu'on m'a fait, c'était anormal. Puis il y a aussi quelque chose sur lequel on pourrait insister, tu m'en parles un petit peu, c'est le consentement. Les frontières sont encore floues pour certains et certaines, mais vraiment apprendre à poser des limites et à dire ce qu'on est d'accord ou non de faire, je pense que c'est hyper important et tu le sais encore plus. Enfin, C'est vrai. pour arriver vers la fin de notre épisode, sois sage et parle fort. Qu'est-ce que t'évoque cette phrase et comment est-ce que tu l'intègres dans ta vie? Alors, sois sage, pour moi, ça serait plus faire preuve de sagesse. Je veux dire, si c'est être sage dans le sens être d'une docilité extrême et suivre le troupeau comme un petit mouton, c'est pas la peine. Parler fort, ça me parle, évidemment que ça me parle. C'est justement comme ça que je m'en sors et justement comme ça que on s'en sortira tous. C'est en dénonçant ce qui va pas dans la société et en parlant fort. Et même si on est plutôt introverti, parce que moi, franchement, dans la vie, je suis plutôt de nature introvertie, ça m'empêche pas de parler fort quand il le faut. Bah écoute, je te remercie infiniment. Je pense que tu as
très justement dit que le fait d'être sage, c'était dans le sens de la sagesse. Mm. La sagesse d'oser parler, justement. La sagesse d'oser dire les choses qui dérangent parfois. Donc, c'est un peu le mantra de ce podcast. Donc, je te remercie infiniment d'avoir osé me contacter pour parler fort. Je trouve ça très important. C'est un sujet que j'avais pas encore vraiment abordé parce que, heureusement, tout le monde n'est pas victime de ce genre de crime. Mais je pense que ça pourra parler à beaucoup de personnes qui nous écouteront. Donc, c'est l'essentiel si ça permet de débloquer des situations ou d'inspirer des personnes qui t'écouteront. Donc, merci beaucoup à toi, Solène. Bah, merci à toi, Marie. On mettra le lien vers ton Instagram si tu l'acceptes. C'est quoi ton Instagram d'ailleurs? C'est un brin artistique. Je remettrai le lien dans la description de l'épisode. Comme ça, on pourra aller voir tes œuvres. Je te remercie encore infiniment de ton partage, de ta simplicité, de toute la vérité que tu as pu dire, de ta vérité qui est très importante. Je remercie aussi les personnes qui nous ont écoutés et je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort beaucoup.